Le tigre, mon chocolat. J'ai entendu une chanson sur la vague. Enfermé au chocolat, propose dormir sur les Nils. À beau pêche, à beau pêche, Diego, ça. Il voit des bateaux et des péniches. Le prince des semelles et des danses. J'aimerais être un papillon qui vole dans le ciel qui se pose sur une feuille. Je voudrais être une étoile qui brille quand le soleil scintille, le ciel bleu. Souffle devant toi. C'est pour aider quelqu'un. Oui, une assiette aussi. C'est pour aider quelqu'un. Du bouche à bouche. Massage. Du bouche à bouche. Du bouche à bouche. Gros bisous à tous, à voir. Ramino présente ce spectacle le 24 novembre 2018. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie pour d'avoir regardé le spectacle du foyer Jean-Pierre Louis.
Donc, je suis Sandrine Pougnot. Voilà. Bonjour. Sandrine et moi-même, Samantha Aljobori, je suis médecin psychiatre au centre hospitalier de Cadillac. Nous sommes très émus d'être ici devant vous pour vous parler de la relation thérapeutique en général et notamment de celle un peu particulière que nous avons instaurée. Nous tenons tout d'abord à remercier l'association Rénovation pour son invitation, avec Dorothée Dutour et puis Clara Lautin qui a été extrêmement patiente avec moi parce que j'ai mis beaucoup de temps à lui faire passer les documents qui étaient nécessaires à la présentation. Je vais essayer d'aller un peu plus lentement pour la traduction en langue des signes. Le Rocher de Palmer, de nous accueillir pour la deuxième fois. Le centre culturel du centre hospitalier de Cadillac, sans lequel on ne serait pas là finalement, parce que Dorothée Dutour et Clara Lautin nous avons découvert à l'occasion d'une exposition que nous avons réalisée avec Sandrine en février, une exposition photographie et texte, suivie d'une table ronde. Les personnes présentes, c'est-à-dire vous, merci beaucoup d'être là si nombreux, les patients qui nous apprennent tous les jours, et particulièrement Sandrine, avec laquelle vraiment on a réalisé un gros travail. Alors, ce qu'on s'est dit, on ne savait pas trop comment présenter les choses. Tout d'abord, derrière nous devrait défiler un PowerPoint qui résume les photographies que j'ai faites, illustrées par les textes de Sandrine, les slams de Sandrine. On va vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. Ce qu'on s'est dit, que c'était peut-être que le mieux, c'était de la jouer un petit peu interview, vous donner quelques bases sur quoi on est parti, c'est-à-dire le diagnostic de troubles de personnalité borderline, la théorie de l'attachement, l'art, la rencontre, vous parlez de ça. En fait, notre venue aujourd'hui, c'était vraiment pour parler de ça, et puis parler de distance thérapeutique également, de sécurité. Donc je poserai des questions à Sandrine, telles que je l'ai fait mardi. On a répété mardi soir avec Sandrine. On était dans les escaliers du CPL au soleil avec une clope. Et puis on s'est dit qu'on préparait cette conférence tranquillement. Voilà, si ça vous convient, on fait ça de cette manière. Alors, tout d'abord, on est parti avec Sandrine de la théorie de l'attachement, qui est un principe de base finalement, qui prend en compte le fait que chaque enfant, pour grandir et se développer et explorer le monde, a besoin de sécurité, d'une base de sécurité et d'une figure d'attachement. L'enfant, pour aller explorer, doit pouvoir se ressourcer auprès de cette figure de base. Alors, il y a des psychiatres, je leur apprends rien. Voilà, auprès de cette figure d'attachement, et puis se rassurer pour ensuite aller explorer le monde. Cette exploration, elle ne peut pas avoir lieu sans ce sentiment de sécurité. Pendant les premières années de vie, quand il y a une activation trop importante du système d'attachement, c'est-à-dire quand il y a des carences pour l'enfant, des carences affectives ou des maltraitances pour l'enfant, cette détresse peut conduire à un sentiment d'insécurité et d'insécurité chronique chez l'enfant, avec de l'anxiété et de la dépression. Et forcément, ça va perdurer à l'âge adulte, et on va avoir des adultes qui vont être insécures et qui vont avoir besoin de rechercher comme ça des figures d'attachement dans leur parcours de vie. On va parler également de troubles de personnalité type borderline. C'est pareil, la plupart maîtrisent, mais pour les personnes qui ne sont pas en psychiatrie, en gros, c'est défini par le DSM-5 comme étant un trouble caractérisé par une impulsivité marquée, une relation avec les autres personnes, une relation instable dans les relations interpersonnelles, une instabilité de l'image de soi et également des affects.
La manière d'entrer en relation et de penser l'environnement est différente et elle est très impactée par des émotions qui sont très variables et qui les variations émotionnelles du patient borderline sont extrêmement pénibles à supporter, que ce soit pour lui ou que ce soit pour son entourage. Je suis désolée, je suis un peu perturbée parce qu'il y a du monde et puis on est un peu anxieuse. On essaie de faire quelque chose de bien. Leur mode de fonctionnement, c'est un fonctionnement qu'on appelle dichotomique, en tout ou rien. Le sujet en face est tantôt haï, tantôt méprisé. C'est exactement ce qui s'est passé quand on s'est installé là devant vous dans la salle. Sandrine m'a dit... Est-ce que je peux vous dire que je vous hais là en voyant tout le monde et puis vous dire tout à l'heure quand on aura fini que je vous aime. Donc je lui ai dit que c'était adapté finalement. Il y a également chez ces personnes un sentiment chronique de vide. La notion d'identité est perturbée. Le patient borderline ne sait pas vraiment qui il est. La peur de l'abandon est extrême et du coup la personne va essayer tant bien que mal d'éviter les abandons et va pousser les personnes dans leur retranchement pour vérifier que l'abandon n'est pas possible. J'avais une psychologue quand j'étais à Libourne qui s'appelle Danielle Silva et qui expliquait qu'elle voyait le patient borderline comme une baignoire vide qu'on remplissait sans cesse, mais la bonde était ouverte et sans cesse la baignoire se vidait et sans cesse on remplissait de sécurité et d'affection, en fait. L'alliance, elle est difficile à instaurer, elle est fragile. Il faut sans cesse restaurer l'estime de soi du patient borderline. Cependant, quand on s'y attelle, finalement, on peut y arriver. Et on a trouvé avec Sandrine que l'expression artistique et les médias artistiques étaient un bon moyen d'entrer en relation. Voilà, et c'est ce dont on va vous parler maintenant. Donc je vais poser des questions à Sandrine sur son passé, notre rencontre, notre première séparation qu'elle a vécue comme un abandon, l'exposition qu'on a faite et puis les projets que nous avons en commun. Si vous êtes prête. Oui. Ok. Donc Sandrine, avant d'être cette jeune adulte de 33 ans, on a 10 ans d'écart, de 33 ans, a eu un passé de carence affective très marqué avec un passage en famille d'accueil. Et elle s'est sans cesse attachée de manière un peu particulière à des figures éducatives, c'est-à-dire à l'école, et puis par la suite, quand elle a été suivie en psychiatrie, aux figures soignantes. Vous vous rappelez quand est-ce que ça a commencé, Sandrine? Oui, alors en fin de compte, ça a commencé très tôt, dès le collège. Je suis un peu... au moment, je disais que j'étais amoureuse de mon prof de français, sauf qu'en fin de compte, au fil des mois, des semaines, des mois et des années, parce que ça a duré quand même 3 ans, je lui envoyais des messages sur son fixe. J'essayais de faire des mots pour le mettre dans son casier quand il arrive au collège. J'étais un peu dans le mode harcèlement, que à l'époque, je ne pensais pas du tout. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie pour la première fois avec mes parents en vacances. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, mon prof, j'en avais plus besoin parce que j'avais retrouvé mon père. Et en fin de compte, donc sur le coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, j'ai plus besoin de toi, maintenant j'ai mon père. Après, avec le prof de français, ce qui s'était passé, c'est que ça a duré 3 ans. J'ai eu des menaces quand même judiciaires à me dire que si je continuais, j'allais passer devant la magistrature. Et ça a été un peu compliqué pour moi et c'est vrai que j'avais du mal à gérer. On a essayé de retracer un petit peu quelles ont été les figures marquantes de la vie de Sandrine. On s'est limité à 4-5, sachant que dans la salle, des personnes ne sont pas forcément citées, mais ont énormément compté pour Sandrine. Donc on va passer en revue. Vous avez eu ce prof de français donc, qui n'a pas forcément bien réagi, on le comprend. Isabelle, vous pouvez nous raconter un peu Isabelle ? Alors Isabelle, c'était une aide-soignante dans une maison de retraite. Je m'étais vraiment attachée à elle. C'était une personne qui, avec moi, me donnait pas mal de petits mots, genre « je suis sa princesse », sa petite. Elle me disait qu'elle m'aimait bien. Et en fin de compte, ce qui s'est passé,
c'est qu'elle a déménagé. Moi, la maison de retraite a fermé, donc elle est partie, elle a déménagé, et je l'ai vraiment très très mal vécu. Et voilà, après, c'est comme au répètement, je l'ai considéré un peu comme un abandon. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous étiez en colère quand elle a déménagé, alors que c'était pas de son fait. Oui. Après, c'était pas facile de gérer, surtout à l'époque. Voilà, les émotions, je savais pas trop bien les gérer. Et bien sûr que je lui en ai voulu, et elle a eu beaucoup de messages, de SMS que j'ai pendant pas mal de temps envoyés. Puis après, petit à petit, le lien s'est rompu. Une autre figure marquante dans votre vie, Sandrine, c'est Monsieur Brûlé. Vous pouvez nous raconter un peu? Alors, Monsieur Brûlé, Emmanuel, il s'appelait. C'était un psychologue que je voyais en cachette de ma famille d'accueil, qui n'était pas très loin du lycée. J'avais besoin de voir une fois par semaine, j'allais le voir et je lui expliquais un peu ma vie, sauf que ce que je lui expliquais, c'était pas la vraie vie en fin de compte. Et lui, il m'a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, j'ai commencé à un peu me libérer, et sur le coup, après avoir un peu dénoncé la situation dans la famille d'accueil, j'ai quitté le service de la famille d'accueil pour aller en appartement avec l'ASE. Et puis, bien entendu, 3-4 mois plus tard, il est décédé et j'ai encore vécu un abandon. Ce que vous m'aviez dit mardi, en fait, c'est que lors des consultations avec Monsieur Brûlé, vous aviez une présentation très conforme, tout va bien. Et finalement, ce monsieur s'est interrogé et s'est dit, si tu viens me voir, tu peux me parler, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Et comment vous l'avez vécu? Alors, je l'ai très très mal vécu, sachant qu'en fin de compte, à ce moment-là, j'avais rendez-vous avec mon éducatrice et le service de l'ASE, et qui me disait que voilà, je m'adaptais bien et tout ça au niveau de l'appartement. Et suite à cet entretien, après l'entretien, l'équipe me dit qu'il est décédé. Et là, ça a été très compliqué. Alors, ce qui a été étonnant et ce qui m'a étonné, c'est que c'est pas de la tristesse que vous avez ressentie en majorité en première intention, mais c'est plutôt de la colère. Oui, de toute façon, c'est presque tout le temps de la colère, oui, en effet. La question que vous vous êtes posée à ce moment-là, c'est... Mais je me suis dit, encore, ça se répète, un abandon. À qui je vais m'attacher et ça recommence. C'est ça. Ouais. Quand on poursuit, vous êtes allé en foyer, c'est ça? Oui, j'ai été en foyer. J'ai fait donc Montalier. J'ai fait rénovation. Et précisément au foyer des Gants, qui fait partie de Montalier, qui est sur Bordeaux, je me suis attachée à une infirmière qui s'appelle Honorélie. J'avais besoin d'être avec elle, de me sentir proche d'elle. Et en fin de compte, avec Honorélie, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu un entretien et une réponse d'une lettre pour ouvrir un dossier de tribunal. Et Honorélie a été très présente de mon mal-être. Elle m'a soutenue, ainsi que l'équipe à côté m'a soutenue, mais c'est vrai qu'Honorélie plus particulièrement. Et voilà. Et je sais que Honorélie, qui travaille toujours au foyer des Gants, je sais qu'elle est toujours là et que voilà, je peux compter sur elle avec un appel téléphonique. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas eu au téléphone? Ça fait plus d'1 an et demi que je ne l'ai pas eu au téléphone. Bon, si Honorélie est là... Il y a eu d'autres figures encore. Il y a eu le docteur Maury qui est dans la salle normalement. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Madame Maury, ça a été ma première psychiatre au CPL. Parce que j'en ai eu pas mal d'autres à côté, mais étant donné qu'au CPL, en fin de compte, j'avais mon appartement. Ma première hospitalisation sur le CPL, j'ai eu Madame Maury qui m'a accompagnée pendant quelques mois de mon hospitalisation. Et qui avait un projet aussi, si je me rappelle bien, de m'inscrire à la maison des sports de Lormont pour pouvoir évacuer toute la haine, la colère et tout ce qui est à côté pour évacuer. Et qu'est-ce qui fait que vous n'y êtes pas allé finalement? Parce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Dommage. On a croisé également une dame qui s'appelle Anne sur le parking.
Anne et sa collègue disaient que, en fait, quand elles connaissaient Sandrine, elles essayaient de lui expliquer qu'elle avait énormément de potentiel et de capacité, et que elles, les soignantes, parce que souvent ce sont plus des soignantes, étaient des pilots sur lesquels elle pouvait s'appuyer et pour avancer. Et je trouvais que l'image était très bonne, et c'est pourquoi je vous la rapporte aujourd'hui. Par la suite, on a eu le docteur Régis, qui a également compté dans la relation, et c'est une figure masculine, et ça, c'était un peu inhabituel pour vous. C'est ça. Monsieur Régis, déjà, au niveau... il était... Moi, je l'ai croisé au CMP de Lormont. À la base, avant qu'il me rencontre, je ne voulais pas de psychiatre homme parce que je ne voulais pas et j'étais bloquée sur ça. Et en fin de compte, monsieur Régis m'a un peu rassurée. Et puis l'effet de son âge aussi, c'est un psy jeune. Et le prénom aussi. Moi, après, monsieur Régis est pas comme comme certains psychiatres, il y a des psychiatres qui nous appelaient par notre nom de famille. Et monsieur Régis m'a appelé par mon prénom et c'est... Voilà, moi j'ai apprécié plus que le soin soit comme ça en fin de compte. Oui, c'était important pour vous que les gens vous appellent par votre prénom. Oui. Parce que le nom était un peu déjà connoté, associé au passé. Alors, j'ai eu pas mal mon nom avec l'histoire de ma famille. C'est vrai qu'à un moment donné, j'en pouvais plus d'entendre mon nom de famille. Et monsieur Régis a accepté de m'appeler par mon prénom aux entretiens au CMP. Ce midi, on a déjeuné ensemble pour continuer à préparer cette petite conférence-là qu'on a commencé à préparer mardi. Et on parlait aussi du prénom, bien sûr, mais également du tutoiement. Et il y avait quelque chose que vous me disiez qui était, je trouve, intéressant parce que j'ai un peu je perçois un peu les choses de la même façon. On peut très bien tutoyer une personne sans l'aimer, sans avoir beaucoup de respect pour elle, et vous voyez des personnes qu'on respecte, et vice-versa. Et ce que vous me disiez, c'est que la notion de distance, elle ne se cale pas là-dessus. Oui, bien sûr. Et ce que je vous demandais également, c'était que représentent tous ces soignants pour vous ? Ça va être assez rigolo, mais certains soignants, en fin de compte, quand je me sens pas bien à la maison, souvent j'essaye d'associer, alors pas tout le monde bien entendu, mais j'essaye d'associer certains soignants à un acteur, une célébrité, et j'arrive à certains soignants ou certains éducateurs ou autres à trouver une figure fictive. Pour le docteur Maury, vous avez quelqu'un ? Pour le docteur Régis, on avait quelqu'un. Enfin, vous aviez quelqu'un, parce que moi, je ne connais même pas. C'est qui ? Bon, pour monsieur Régis, ceux qui connaissent Plus belle la vie, et je l'ai identifié à un monsieur qui s'appelle Stéphane Hénon, qui joue Jean-Paul Bauer dans la série Plus belle la vie. Ce que vous me disiez également, c'est que ces soignants, toutes ces figures-là réunies, ça pouvait constituer pour vous une famille. Une très grande famille, oui. Donc, on va peut-être un peu parler de notre rencontre. Alors, moi, je n'étais pas une star de télé ou de film. J'étais Madame Bovary. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Madame Bovary, en fin de compte, sur une hospitalisation en 2014, je vous voyais et j'arrivais pas du tout à dire votre nom de famille. Et pour moi, le plus simple, ça a été Madame Bovary. Voilà. Merci. Par la suite, donc, on s'est vu plusieurs fois en hospitalisation sans que je vous prenne en charge. Et puis, il y a eu une hospitalisation un peu particulière. Oui, alors en fin de compte, j'ai fait une rétention d'urine pendant 3 jours et je sais pas. C'était pas celle-là. C'était l'hospitalisation suivante, lors de laquelle la cour. Ok, c'est faux. Oui, alors en fin de compte, pareil sur le coup, sur la dernière hospitalisation, j'étais un peu dans le lieu où on dit aile fermée du CPL de Lormont. Et il y avait une table au milieu de la cour, une toute petite cour. Et sur le coup, dès que Mme Adjobori ou Samantha étaient en entretien, j'étais scotchée à la fenêtre pour la voir. Et
puis c'était constamment, quoi, c'était tout le temps, et j'avais besoin de ces moments-là. Besoin de voir Samantha, besoin de... Alors c'est un peu lourd, hein, parce que elle toque sans cesse à la fenêtre. Elle évite le moment des consultations quand même. Merci Sandrine. Mais elle est sans cesse. Elle voit que j'ai fini la consultation, donc elle toque à la fenêtre. Elle a tout le temps des questions à poser. Et puis un soir, c'est le petit texte que j'écris. Un soir, il pleut, il fait sombre dans cette cour. Et puis j'ouvre la fenêtre pour la énième fois de la semaine pour parler à Sandrine. Et ce jour-là, je ne sais pas, vous étiez en train d'écouter de la musique. Oui, vous m'avez fait découvrir Fauve, et Fauve, ça a été Fauve, c'est un collectif musical et des slammers, et je trouve que c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il parle beaucoup d'émotions, et je trouve que ça me reflétait bien en fin de compte. Ouais, ce que vous disiez, c'est qu'il y a des messages de souffrance qui passaient, que vous arriviez à capter, et puis qu'il y avait également des messages d'espoir qui vous raccrochaient à quelque chose. Et que on sentait que la psychiatrie, il a compris. C'est ce que vous m'avez dit. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup aussi un autre slammer qui s'appelle Grand Corps Malade, mais Fauve en particulièrement parce que je trouve qu'il se rapproche trop, en tout cas, à mon vécu, à mes sentiments, et j'ai beaucoup... par anecdote, je suis restée presque 2 ans à écouter Fauve non-stop du matin au soir en me couchant. Donc on discute à travers cette fenêtre là qui est ouverte pour le coup. On parle de Fauve, on parle d'Oxmo Puccino de mémoire, et puis on parle d'écriture de fait, et vous me parlez de slam. Oui, sur le coup, c'est à partir de 2015 que j'ai commencé en fin de compte à créer des textes avec les émotions, à les rimer. Et lorsqu'auparavant, en fin de compte, l'écriture, ça a toujours été en moi. J'ai toujours écrit, mais à la base, c'était plus comme un journal intime. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Beaucoup dans mes journaux intimes, j'ai écrit il y a Anne, aujourd'hui j'ai vu Anne, ou ainsi de suite pour certains soignants dont je me suis attachée. L'écriture, c'est... j'espère le garder au plus tard, parce que c'est vraiment un art que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que ça fait d'écrire ? Dans quel contexte vous écrivez ? J'écris souvent alors, comme beaucoup de personnes, presque, ou je ne sais pas trop, souvent mes slams, ils viennent le soir. Donc du moment où la lampe de chevet elle est éteinte, boum, les idées, elles sont là. Donc moi, aujourd'hui, je ne prends plus de papier et de crayon pour marquer. Par contre, je prends mon téléphone et je marque les idées. Et après, les slams sont beaucoup écrits souvent quand je suis pas bien. Donc on part de là, et elle me raconte qu'elle écrit un journal intime depuis qu'elle est petite. Depuis quel âge ? 15 ans ? Même avant ? J'avais commencé vers l'âge de 10 ans à peu près, 10-11 ans. Et moi, j'ai besoin de connaître un petit peu les détails de sa vie, donc je lui demande si elle peut me donner quelques éléments du journal intime. Et c'est plutôt agréable à lire, c'est original, et du coup, on se dit pourquoi on ne part pas de là pour écrire des slams, parce que finalement, c'est ce qui vous intéressait. Donc, on a eu pas mal de consultations qui ont tourné autour de ça, autour de cette écriture. De ce que ça peut faire, et puis de musique, de photographie également, parce que je suis passionnée de photos, et Sandrine est très sensible au visuel, donc on discute aussi de photos, et puis un jour je tombe enceinte de mon 4e, et là c'est compliqué. Mais là c'est compliqué parce que alors bon, bien sûr le mot qui va se répéter, c'était l'abandon. Parce que je me suis dit qui c'est qui va reprendre le suivi, et puis bon, après voilà, j'avais quand même un attachement avec vous, et voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'avant au début de ma grossesse, je pars à Bali, donc évidemment j'ai les consignes de sécurité pour l'avion, parce que au cas où je me crache, là aussi ce serait un abandon, donc il faut que je fasse attention à moi. Et puis donc le jour où je lui annonce ma grossesse, il y a une ambivalence qui se fait, et quelques jours plus tard, elle arrive, elle m'amène un texte, un super beau texte qui va passer là, qui va être diffusé sur le diapo.
dans lequel elle exprime combien elle est triste que je sois enceinte, combien elle m'en veut, combien elle se sent, combien elle a peur, combien elle se sent abandonnée, et combien malgré tout elle est heureuse pour moi. Et donc on continue, enfin on a continué à, il a fallu instaurer, toujours pareil, je parlais d'attachement au départ, en fait l'idée c'était vraiment d'instaurer une relation sécure, qu'elle puisse se sentir en sécurité pour ensuite pouvoir explorer son monde, c'est-à-dire avoir développé sa relation avec son compagnon, David, aller au club, parce qu'elle est très investie dans le club Espoir 33, pouvoir développer ses relations amicales, et notamment avec une jeune femme qui s'appelle Cynthia. Il y a des choses qui ont changé là dans votre vie avec tout ça. Tout d'abord, David, si on peut en parler, vite fait. David, c'est un peu ma stabilité aujourd'hui aussi, parce qu'on vit ensemble depuis plus de 3 ans. On fait pas mal de trucs ensemble. On s'est connus par le biais du club Espoir 33 à Gambetta. Et puis voilà, la relation elle est là et elle dure, et j'espère qu'elle durera au maximum. Après, j'ai au fil comment dire, je suis aussi marraine d'un petit garçon qui va avoir 5 ans, et il y a aussi cet engagement-là que j'ai dit à sa maman, donc où j'accepte d'être sa marraine. Et au fond de moi, je me suis dit, c'est aussi ma stabilité, et éviter de faire un retour en arrière sur la scarification ou autre. Et je me suis engagée, et j'espère que tenir le bon bout et grandir avec ce petit garçon. Ce que vous me disiez, c'est là maintenant je suis marraine et je peux plus rigoler. Je peux plus me scarifier, je peux plus faire ce genre de truc, parce que de toute façon elle acceptera pas que je dérape. Et c'est ça, sa maman, et on est un peu identiques, mais elle m'a bien fait comprendre que refaire un retour en arrière, que son fils n'avait pas à subir ça, et que pour éviter que la relation se casse, je prends sur moi. Donc quand ça va pas, j'écris, et la relation elle est là, et j'en ai besoin. Donc je suis enceinte, et habituellement je vis très mal mes grossesses, et donc je pars assez tôt en congé grossesse, et comme j'ai beaucoup d'enfants, je reviens assez tard, donc on est sur une rupture assez longue d'au moins 9 mois, voire 10. Et vous avez la crainte de vous retrouver seule, bien sûr. Du coup, je laisse mon numéro de téléphone à Sandrine, et on convient une fois par semaine d'un appel téléphonique le vendredi d'une demi-heure, sur une demi-heure fixée, et ça tient comme ça pendant 10 mois, le temps que je revienne. Donc on a ce rendez-vous téléphonique avec des hauts et des bas, parce que vous avez vécu des choses plus ou moins difficiles pendant ce temps-là, mais il y avait l'hôpital de jour, il y avait le club Espoir 33, il y avait le docteur Groulier qui était là, et que vous voyiez en rendez-vous, et qui faisait les prescriptions. Voilà, il y avait plusieurs soutiens, et puis vous m'aviez au téléphone, et puis par la suite je suis revenue. On a continué à travailler sur les textes, sur les photos, sur le cadrage des photos, et puis on avait un petit rituel à la fin de la consultation qui était plus ou moins bien vu par les collègues soignants, et par également les autres patients. C'était la clope thérapeutique. En fait, à l'issue de chaque consultation, il s'agit d'ailleurs toujours d'aller fumer une cigarette pour débriefer de l'entretien, et puis pour se dire au revoir et à la fois prochaine. Cette clope thérapeutique, c'est un peu particulier. Je remercie Sandrine de m'avoir relancé sur le tabac, parce que j'avais arrêté de fumer. Donc je ne la remercie pas, mais je pense qu'elles sont importantes, et elles sont maintenues. De toute façon, il y a quelques SMS avec des photos qu'elle m'envoie pour me demander mon avis. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'au départ, il fallait voir Sandrine une fois par semaine. Et puis, on a pu décaler à tous les 15 jours. Puis, on a pu décaler à une fois par mois. Et un jour, je lui ai donné rendez-vous à 1 mois, et elle m'a dit « Ah bon, déjà ?» Enfin, moi, ça m'a surprise, et je me suis dit « Elle va plutôt mieux. » C'est chouette.
Par la suite, on a eu ce projet d'exposition. Donc, on a pu mettre en avant le travail qu'on avait fourni ensemble avec le travail sur les textes, les photos, les exposer pendant un mois au Rocher de Palmer, faire une conférence là-dessus. Et puis là, on s'embarque sur des projets un peu similaires, à la fois similaires et différents, peut-être ambitieux en tout cas. Ça, l'histoire nous le dira. Il s'agit d'un livre. C'est ça. Et vous me disiez que ça serait un moyen pour vous de tourner la page. De tourner la page, oui. Donc c'est un livre qui résumerait un petit peu votre histoire. Il y aurait des éléments cliniques pour illustrer et éclairer certains pans de votre histoire, des dialogues qu'on a pu noter entre nous, et puis des poèmes parce que vous continuez à écrire des poèmes, des photos évidemment parce qu'on est fans de photos toutes les deux, et mardi à la fin de notre entretien, après la 3e clope thérapeutique, parce que là on a un peu abusé des clopes pour préparer la conférence, stress oblige, Sandrine m'a dit bon, de toute façon on a le temps. Et je me suis dit que c'était une excellente conclusion finalement, on a le temps, parce que auparavant, Sandrine, quand je l'ai rencontrée, je crois que votre limite de vie c'était 40 ans. On avait un suicide programmé à l'âge de 40 ans, c'était ma Marilyn. Et d'entendre on a le temps, je me suis dit c'est bon, on a gagné quelque chose. Et puis tous les jours en discutant avec vous, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui avancent et que vous avez pris le dessus et que vous avez des capacités d'introspection assez hallucinantes et que ça se développe encore plus jour après jour. Voilà. Pour ma part, c'était tout. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Monsieur Lacadet. Juste une chose, la musique que vous écoutez, c'est une musique de Fauve qui a beaucoup compté pour Sandrine. Et c'est une musique qui passe dans le film La tête haute. C'est un film qu'elle m'a fait découvrir et qui raconte l'histoire d'un jeune garçon placé en famille d'accueil avec une maman défaillante et qui ressemble un petit peu à l'histoire de Sandrine. Voilà. Une bouteille de gaz dans une cheminée et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles, j'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on n'efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu, c'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. C'est la poêle face à ton flé avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non, crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin parce qu'au mieux ça t'empêchera de dormir. Au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant. Fuis-moi comme le choléra. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti, et tant pis, si ça me prend toute une vie. Pardon ? Que je parle un peu moins fort, ah on vous dérange en fait, merde. Et bah si on te dérange, tu te casses ou sinon tu fermes ta gueule, tu regardes ton assiette et tu nous fous la paix 5 minutes le temps que je termine, tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne qu'on te coince comme ça devant tout le monde? Bah ouais c'est chiant, je comprends mon gars. Mais dis-toi que t'as de la chance toi t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent, tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sur tes 2 oreilles, t'es un bon petit français, t'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison témoin. Ça t'arrive pas ces choses là, hein. Tu vois absolument pas de quoi je parle. Et bah ouvre pas trop la porte de ton placard alors tu pourrais être surpris. Ça va te faire tout drôle le soir où les choses que tu pensais avoir enfouies faut savoir qu'en fait, elles étaient là, juste là, planquées sous le tapis. Elles sortent une main, puis te plantent une seringue dans le pied avant de disparaître. Et alors là, ça te prend à la gorge, comme des odeurs d'ammoniac. Ça te colle, t'es surfroide, t'as les dents qui claquent. Mais non, je me calme pas, il sait pas ce que c'est lui. Il sait pas ce que c'est que d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin. D'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent. Il sait pas ce que c'est. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti, et tant pis, si ça me prend toute une vie. Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas?
Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Non, pas ce soir. Pas ce soir, laisse-moi s'il te plaît. Non, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je veux pas dormir. Mais surtout, non, je veux pas parler. Ce soir, je veux juste hurler. J'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends, de tout lâcher comme un puceau qui ment. De hurler mes mots pesants, avec ma voix d'adolescent qui a jamais mué. De hurler ma peur de l'abandon, ma recherche frénétique d'attention, mon besoin de reconnaissance en permanence comme un chien des caresses, mes tentatives désespérées de me faire passer pour un mec que je suis pas et que je serai probablement jamais. De hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma politesse maladive, mon optimisme débile, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en vrac et mes fantasmes tordus. De hurler ma peur panique des autres, ma mesquinerie sournoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions, mes méta-obsessions, ma phobie de la douleur, de la perte, du suicide, de la dépression. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit, tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, faudrait que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti, tant pis, si ça me prend toute une vie. Nous allons passer aux questions. Donc, si vous souhaitez poser une question, levez la main. Nous avons des micros qui sont dans la salle. Docteur Lacadé, vous voudriez intervenir? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Je crois que là, c'est au cœur de ce qu'il s'agit. Et on peut être que sensible à ce qu'on essayait un peu de dire aujourd'hui et dont vous faites une démonstration toutes les deux. C'est-à-dire que lorsqu'on a comme ça à se préoccuper ou à avoir le souci de quelqu'un d'autre, parce qu'on pense comme ça qu'il est touché par une souffrance, on voit bien qu'au fond, un savoir technique ne suffit pas. Il faut, et vous l'avez démontré, jusqu'à me casser la gueule sur le putain de... Ça va me mettre en colère. Comment vous allez faire pour calmer ma colère? Hein? Comment vous allez faire pour calmer ma colère? Vous voulez pas calmer ma colère? Comment vous feriez là pour m'aider? Je vous dirais d'écrire. Ben voilà. Et qu'est-ce que je pourrais écrire? Votre colère. Voilà. Vous savez ce que c'est la colère? C'est quand on n'arrive pas à faire entrer les chevilles dans les petits trous. Hein? On veut faire entrer un truc dans un petit trou, puis on n'y arrive pas, alors on est en colère. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que, je m'excuse, je me suis rapproché de vous, mais je cherche ma sécurité de base et l'attachement. Donc là, je suis attaché jusqu'à me lier entre deux personnes. Et on voit bien que, quand même, il faut le faire, parce que vous pouvez aller jusqu'à fumer après, en dépit du règlement. Justement, c'est le dérèglement de tous les sens, comme disait le poète Arthur Rimbaud. Mais on voit bien qu'il y a un savoir y faire qui ne peut être que particulier, qui nécessite que la personne... Votre prénom, c'est très joli. Qui nécessite que Samantha y mette du sien et prenne... C'est ça qui est intéressant. Au fond, on retient à travers votre beau témoignage qu'une vie, c'est une histoire de rencontre et qu'on ne peut pas programmer ça et que c'est toujours par surprise que ça surgit. Et heureusement.
heureusement qu'on est soumis au régime de la rencontre, parce que c'est dans la surprise et dans quelque chose qui touche les émotions que quelque chose peut surgir. Moi, ça m'a fait penser, c'est pour ça que j'ouvrais un livre, je m'excuse, en 2004-2005, un éducateur de rue m'avait rencontré pour me dire qu'il était très touché par le fait qu'un adolescent venait de se faire assassiner de 12 coups de couteau devant la boutique Hermès à Bordeaux. Et on avait fait une réunion, et c'était une histoire de bande rivale, pour trafic de drogue, je vais aller vite, entre quartier Saint-Michel et Bacalan. Et au fond, on rencontre ces jeunes, et c'est eux qui m'ont appris l'importance du rap et du hip-hop. Comme quoi le rap et le hip-hop étaient quelque chose qui permettait, et on le voit bien dans vos textes, et même dans cette chanson, qui permettait à des jeunes de loger par l'écriture quelque chose de leur cri, de leur colère, ce qui fait que dans un livre de psychanalyse, vous avez Freud, Lacan, Bowlby, enfin ce que vous voulez, et en même temps les textes de rap à la fin, comme si effectivement il fallait se laisser enseigner et apprendre de ce que vous produisez. Et je trouvais très joli votre... Parce qu'au fond, vous nous avez exposé une sorte de relation à deux. Alors là, le directeur de l'hôpital dit, mais vous vous rendez compte, vous allez trop loin. En plus, vous allez fumer avec elle. En plus, elle peut vous téléphoner pendant une demi-heure. Vous avez donné votre numéro de téléphone personnel. Mais ça ne va pas. Il faut prendre des distances quand même. Il ne faut pas trop s'aventurer. Et vous allez même vous exposer toutes les deux. Vous allez faire des expositions sur ce que vous... Et alors là, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On assiste au spectacle. On peut être un peu surpris, mais on s'aperçoit qu'au fond, dans ce que vous avez très bien dit, vous-même, vous avez rencontré des personnes qui ont été des... Enfin, on peut prendre ça sous l'angle de l'attachement, mais aussi qui ont été des points d'appui pour vous. Comme si tout d'un coup, vous aviez trouvé une épaule sur laquelle appuyer votre existence. Et on voit bien que, juste pour terminer, que ça ne peut avoir lieu que s'il y a la rencontre avec quelqu'un qui sait y faire, avec la singularité de... Votre prénom, c'est de Sandrine, mais au fond, vous-même, vous savez y faire avec la singularité de Samantha. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre autant pour l'une que pour l'autre. D'ailleurs, on va se demander comment vous allez réussir à vous quitter, toutes les deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas de suite. Hein. Non, mais je peux m'en aller pour vous laisser. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faut peut-être les séparer un peu. Non, il n'est pas prévu qu'on se quitte, en fait. On ne sait pas de quoi sera faite la vie, mais je crois que ce que Sandrine a appris des relations qu'elle a eues, pas seulement la relation qu'on a eue ensemble et qu'on a ensemble, c'est que finalement, il y a une permanence du lien malgré la distance, malgré l'absence. Ce lien, il est là et il est présent et il ne se détruira pas. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On peut être au bout du monde, la personne pense à vous et c'est le principal. Et c'est ce qui se passe avec Honorélie, qu'elle n'a pas appelée depuis un an, mais elle sait au fond de sa tête que si elle a besoin, Honorélie est là. Voilà. Et je pense que c'est un peu la même chose en ce qui concerne le lien qui nous unit. Oui. Mais ce qui est joli, c'est que vous avez besoin de dédoubler. C'est-à-dire vous leur mettez aussi des visages ou des figures d'acteurs. Non ? Non. Non, mais vous disiez que pour certains... Ah oui, pardon, oui. Mais après, j'arrive pas à faire tout le monde, bien entendu. Oui. Mais des fois, c'est comme ça vient tout seul. Mais Samantha, j'ai pas trouvé encore l'actrice. Non. Moi, j'ai que Madame Bovary. Mais c'est aussi bien. Au fond, comme ça, sans réfléchir, qu'est-ce qu'elle vous a apporté d'essentiel, Samantha ? De pouvoir bien gérer mes émotions. Comme on parlait aussi de mon compagnon David, je pense qu'aussi c'est une partie de ma stabilité. L'école des fans. David. Il est là, David ? Oui, il est là-bas. Il veut peut-être dire un mot ?
Non. Alors, vous verrez ça ce soir en rentrant. Et oui, alors David, alors oui. Et Samantha, c'est pareil, c'est une personne où j'ai ma stabilité, qui m'aide à être stable. Ce qui était très joli et ce qu'on a vu ce midi, c'est que depuis qu'elle est en sécurité, depuis que cette sécurité est acquise, maintenant elle peut prendre soin de l'autre. Moi, quand j'ai connu Sandrine, et jusqu'à il y a 1 an environ, elle ne pouvait pas rester seule, et le fait que son compagnon quitte l'appartement pour aller faire une course, c'était intolérable parce qu'il allait peut-être pas revenir. Et là, de manière tout à fait inopinée, elle me dit tout à l'heure que cet été, David est parti 3 jours, en Espagne et sans vous. Oui, et vous êtes restée 3 jours toute seule et vous ne me l'aviez même pas dit. Il est parti sans vous dire où il allait? Ah, bien sûr que si, il est parti en Espagne. Vous savez avec qui il est parti quand même? Oui, tout seul avec son billet de train. Ah d'accord. Et par exemple, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la sécurité que vous trouvez vous permet de vous mettre en insécurité? Par exemple, en parlant comme ça, il y a une prise de risque. Non? Non, je pense pas. Vous avez l'air un peu ému d'avoir à parler. Je crois que l'heure, oui, ça, je suis bourrée d'émotions. C'est ça, donc vous acceptez aussi le risque. Vous n'êtes pas qu'en insécurité, tranquille chez vous. Après, quand je suis toute seule, souvent, je vais au club. Comme ça, je ne suis pas dans l'insécurité. J'ai du monde autour de moi. Mais ce qui est très beau, c'est que maintenant, elle peut dire David, il a besoin d'un peu de temps, donc qu'il parte en vacances, c'est bien. Et puis, elle le pousse à y aller. Alors qu'avant, c'était non, mais qu'il ne parte pas faire une course de 10 minutes, parce qu'on ne sait jamais. Si jamais il ne revenait pas. Non, mais on voit bien que c'est effectivement, il y a quelque chose sur fond de sécurité, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une prise de risque, quoi. Hein? C'est exact. Et l'idée, c'était vraiment de vous présenter une manière de casser les codes, et que de casser les codes, ça ne mettait pas forcément en danger ni le patient, ni le thérapeute. On peut tout à fait avoir une conduite tout à fait anticonventionnelle dans la thérapie, sans que cela soit une grosse prise de risque réelle. C'est une prise de risque apparente. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les vous. deux. Si on a des mécènes dans la salle pour le livre, voilà, pour publier notre futur livre, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais moi, je dirige une collection. Je suis ravie. Nous sommes ravis. Est-ce qu'on peut avoir votre carte et votre 06? On en parle après. On en parle après. Est-ce bien sécure? Merci.